Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme. Alors on va pas faire le débrief de Paris-Nice parce que je considère qu'une semaine après la course ça n'a plus vraiment d'intérêt. Je vous rappelle, si vous n'avez pas regardé la vidéo Top Flop Audience, mon ordinateur en fait est décédé, très clairement. Donc le temps de retrouver, de racheter un autre ordinateur. Déjà que la vidéo de Paris-Nice devait sortir avec un peu de retard dû à d'autres problèmes, ça n'a pas arrangé les choses. Mais on va parler du cas Roglic sur ce Paris-Nice. Donc si vous n'avez pas suivi la course, qui a perdu la course le dernier jour, c'était compliqué pour lui. Avant de commencer cette vidéo sur le cas Roglic et sur parler, de parler de tout ce qu'il y a autour de Roglic avant le Tour de France, qui peut être un petit peu inquiétant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires également, parce que je l'ai dit toujours, et là sur ce sujet-là, ça va être intéressant de savoir votre avis sur ce que vous pensez de Roglic et ce que vous pensez de mon avis dans cette vidéo. Et puis n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser du monde autour de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça je l'ai dit, et à mettre un pouce bleu. Voilà, il y a 4 trucs à dire, j'en oublie toujours un. On va parler du cas Roglic. Pourquoi le cas Roglic ? Parce qu'il a encore perdu une course. Ce qui semble assez incroyable, c'est que Roglic a encore perdu une course dans les derniers jours, et cette dernière étape de Paris-Nice a quand même été assez incroyable, car il est tombé au bout de 20 km de course. Il a eu également un problème mécanique, son équipe l'a totalement abandonné, ça également il faut le dire, ses directeurs sportifs ont été à la rue, il y a plein de choses à prendre en compte, et puis parce que c'est incroyable comme quoi la dernière étape de cette course est toujours assez extraordinaire. C'est-à-dire que Paris-Nice, on va commencer là-dessus, c'est quand même une course qui, moi, m'intéresse toujours comme course par étape. C'est un peu moins le cas sur Tirreno-Adriatico, où j'ai hâte que les choses se font souvent avant, et sur le dernier contre-la-montre, parfois il y a des changements de situation, mais qui sont quand même un peu plus rares. Paris-Nice se joue toujours sur un rien. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et là, on en a totalement l'exemple. Roglic a 1 minute, je crois, 15 d'avance avant cette dernière étape. Voire même plus, je dois être un petit peu en dessous au niveau de l'écart. Mais voilà, il a vraiment une marge vraiment très solide avant cette dernière étape, qui est en plus une dernière étape raccourcie. 93 km simplement autour de Levens, parce que normalement l'étape qui devait arriver au Col d'Èze est un petit peu plus difficile. Et pourtant, en 2h17 de course, et même moins, en 2 heures, moins de 2 heures de course, il a complètement perdu la course. Et il a complètement perdu le fil. Et Paris-Nice, c'est un peu ça chaque année. On se souvient de la victoire de Marc Soler sur le dernier jour où il arrive à faire la différence. Et c'est pas le seul. Moi je me souviens de Contador, qui avait tenté plusieurs fois de renverser la situation lors de cette dernière étape. Luis Leon Sanchez également, il y avait eu également une course assez incroyable l'année où il remporte Paris-Nice. Paris-Nice, il y a toujours du changement au dernier moment. Alors maintenant on va plus revenir sur le cas de Roglic. Roglic, qui est quand même un coureur là encore fantastique, qui a fait, si on enlève cette dernière étape, il fait un très bon Paris-Nice. C'est-à-dire que il n'est pas tombé dans les premiers jours, même si cette année on a eu quand même des premières journées de course plutôt très calmes, du fait qu'on avait peu de vent. La traversée de la Beauce en plus était plus courte que d'habitude, parce que normalement on a 2 étapes, potentiellement un coup de bordure, l'étape du lundi et du mardi. Cette année, il n'y avait que l'étape du lundi, vu que le mardi c'était un contre-la-montre autour de Gien, donc ce qui diminuait quand même la possibilité d'avoir des coups de bordure, vu qu'il fallait seulement rester concentré, on va dire, sur l'étape du lundi, même si parfois on a eu des coups de bordure le dimanche, mais c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'on est en région parisienne, et en plus souvent on traverse la forêt de Chevreuse, donc vous êtes quand même souvent à l'abri du vent. Roglic, jusqu'à ce moment-là, fait une très bonne course. Le mercredi, il est assez étincelant quand même sur l'arrivée en côte dans le Beaujolais, qui pourtant était un moment où il aurait pu se faire avoir. Et pourtant, le dernier jour, tout semble s'envoler. Alors, il y a peut-être des raisons. Moi, je dirais que la première raison, c'est que le parcours a été modifié.
c'est déjà une première raison. On ne devait pas arriver à l'Evans, on ne devait pas faire un circuit de 30 km. Normalement, on devait arriver Col d'Èze. Ce qui fait que je pense que Roglic et que son équipe ont dû travailler sur une arrivée au Col d'Èze. Pas foncièrement sur une arrivée à l'Evans. Et en plus, je crois que Roglic a assez peu couru en France au final ces dernières années. Et c'est vrai qu'il a, je crois, enfin moi j'ai pas souvenir qu'il ait fait le Tour de la Provence par exemple, ou le Tour du Haut-Var. Or, là on était vraiment sur une étape typique de ces courses-là, c'est-à-dire technique, et pas forcément avec un dénivelé exceptionnel. Je crois qu'il y avait trois, enfin les côtes n'étaient pas très longues, mais en fait le dénivelé total de la journée faisait 3000 mètres ou 3500 mètres, ce qui est beaucoup sur une étape aussi courte en termes de kilométrage. Et je pense que Roglic, déjà, la Jumbo a fait une erreur, c'est que je pense qu'ils n'ont pas assez travaillé cette étape. C'est-à-dire que cette étape a été décidée 48 heures, 72 heures avant. Il faut qu'il y ait des repérages de fait. Quand tu joues la course comme ça, il faut que tu repères quand même les descentes. Je pense que du côté de la Jumbo, on a cru qu'on avait gagné, et puis on s'est laissé un petit peu aller sur les derniers jours. Après la Colmiane, on était en train de sabrer le champagne, ce qui n'était absolument pas le cas. Peut-être que du côté de Roglic, il y a également eu une décompression. Parce que mentalement, c'est quand même assez incroyable dans Roglic de voir son palmarès et de voir la difficulté qu'il a dans les derniers week-ends de course. Alors, l'année dernière, il perd le Tour de France lors du dernier contre-la-montre. Il a perdu le Dauphiné l'année dernière sur chute, également le samedi. Enfin, il l'a perdu, c'est-à-dire qu'il tombe et décide d'abandonner le lendemain. Mais encore une fois sur chute, même sur la Vuelta 2020, il a deux doigts de tout perdre le samedi. C'est monumental comment le dernier week-end, les moments importants, le money time, comment il a du mal à gérer le money time. Peut-être c'est une question mentale parce que il a perdu plus d'une course. Il y a une sorte de loi des séries ces derniers temps avec un enchaînement de mauvais résultats sur les dernières courses. Peut-être aussi que c'est un problème physique, c'est-à-dire que en termes de récupération, Roglic n'est peut-être pas le meilleur. Mais on se souvient également sur le Tour de France quand il perd le podium sur un dernier contre-la-montre. C'est assez extraordinaire quand il est en position de gagner, et c'est pour ça que je pense que c'est mental et c'est pas physique. Quand il est en position de gagner, on a l'impression que tout part en vrille, qu'il y a une sorte de catastrophe un petit peu mentale qui se produit en lui, et c'est incroyable comment il lâche la course. Son équipe est également totalement fautive, je l'ai dit déjà dans la préparation de cette étape. Mais du côté de son équipe, on peut également regretter la stratégie. Pourquoi il est mal placé lors de sa première chute? Pourquoi également, lorsqu'il a son problème mécanique, personne n'est avec lui à ce moment-là? Pourquoi il n'y a pas un coéquipier qui est tout le temps dans sa roue? Pourquoi, quand on le ramène, on donne tout sur 2 km et on le laisse tomber à 100 mètres de l'arrière du peloton, enfin de l'arrière du groupe Charman, à ce moment-là? Et pourquoi tout le monde explose dans le final, alors qu'il aurait eu besoin d'aide, Roglic? Il y a beaucoup de questions. C'est incroyable. Enfin, moi, quand j'ai vu ça... voilà, j'ai pas vu l'étape en entier sur France Télévisions parce que j'étais pas dispo, j'ai vu vraiment les 30 derniers kilomètres. Donc voilà, j'ai vu le dossard, enfin voilà, le cuissard totalement arraché, et puis déjà à ce moment-là, bon, tu sens que c'est mal embarqué. Et puis après, j'ai revu des moments, le résumé de la course sur France Télévisions. Mais moi, je trouve ça incroyable, c'est que les mecs le ramènent, mais pas dans le peloton. C'est-à-dire, ils donnent tout, ils veulent rentrer en 2 km, alors qu'il y avait un peu de temps pour rentrer, c'était pas pressé. Enfin, c'était pressé, mais c'était pas non plus au kilomètre près, quoi. Ils avaient 5-10 km pour rentrer. Je dirais plutôt même 10 km pour rentrer. Et les mecs ont voulu rentrer en 2 km. C'est-à-dire qu'ils ont roulé, je sais pas, à 60-65 à l'heure, et ensuite ils se sont dit, allez, à 100 mètres, c'est à toi de faire le boulot, nous on s'écarte. Et ça c'est incroyable. Alors en plus, à ce moment-là, il a quand même, je trouve, pas mal été aidé par d'autres équipes. Et à un moment, je crois que c'était la Groupama qui roulait avec Roglic. Mais bon, c'est normal, face à un groupe de 20 et de 25 qui sait qu'il y a une possibilité de gagner la course, forcément, à ce moment-là, tu t'écroules. Surtout qu'il s'est luxé l'épaule dès la première chute.
C'est-à-dire qu'il a fait 70 km avec une épaule luxée. Donc physiquement, il était plus au top. Mais je pense que s'il n'a pas son problème mécanique, il est en capacité de finir à 1,20 ou à 1 minute et de ne pas se faire dépasser par Charman à ce moment-là. Il est en capacité d'être dans la minute. Surtout qu'en fin d'étape, bon, le rythme a été élevé là parce qu'il y a eu le Caroglitch, mais je suis pas sûr qu'on aurait eu un rythme aussi élevé si le maillot jaune avait été dans le peloton, parce que c'était compliqué de faire la différence sur cette étape, quand même, il faut le dire. C'était compliqué de coller 20 secondes, 30 secondes seul. Donc il fallait être aidé. Alors, j'ai lu également... alors, moi, je suis assez surpris également. Je parlais de stratégie, mais parlais de directeurs sportifs qui ont complètement paniqué. Et ça m'inquiète pour le Tour de France, parce qu'on ne peut pas avoir des directeurs sportifs de cette trempe-là pour gagner un Tour de France. C'est pas possible. Il va falloir se réveiller, les mecs. Moi, je suis aussi incroyablement surpris que Kreuzweig ait lâché aussi vite dans cette étape. Et je me dis que la relation entre Roglic et Kreuzweig est quand même difficile. J'ai l'impression que les deux n'ont pas l'air d'énormément s'apprécier. Je rappelle quand il perd le podium lors du Tour de France, c'était 2018, et où la veille, Kreuzweig roule derrière lui alors qu'ils sont dans la même équipe. Et qu'au final, ils finissent 4 et 5. Ou 4 et 6, je sais plus, du côté de Kreuzweig. Je crois que c'était 4 et 5, 4 et 5 ou 4 et 6. Kreuzweig, c'est incroyable comment on a l'impression qu'il en a rien à branler de Roglic. Alors après, on peut le comprendre, parce que c'est vrai que lui, normalement, il peut être leader. Et c'est là où tu vois que chez Ineos, un mec comme Nicolas Portal, qui est un excellent directeur sportif, a arrivé à gérer les égos. J'ai l'impression que chez Jumbo, on a beaucoup plus de mal à gérer les égos entre les coureurs. Ça avait déjà été le cas entre Tennyson et Groenewegen sur le Tour de France, quand il y avait deux très bons sprinters. Je pense que ça sera compliqué un jour entre Groenewegen et Van Aert. Faut pas se leurrer, je pense qu'un des deux il va être obligé de quitter cette équipe. Alors Van Aert est bonne patte, j'ai envie de dire, sur le Tour de France. Il s'est sacrifié un petit peu pour son leader. Voilà. Faut pas croire qu'il joue tout le temps sa carte personnelle, mais j'ai l'impression que dans cette équipe on a parfois du mal à avoir une hiérarchie, je dirais pas claire, mais on a du mal à avoir tous les coureurs qui se mettent au service de leader. C'est vrai que Kreuzweig, là ça a été le cas. J'ai lu aussi un truc qui m'a fait marrer, je vais finir là-dessus parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé du Caroglitch, mais sur le maillot jaune, et j'ai lu un truc de la petite reine, qui est une page Facebook, peut-être qu'ils sont également sur Twitter, et j'ai lu un billet d'humeur sur un mec qui disait normalement le maillot jaune aurait dû être aidé par d'autres coureurs, on aurait dû l'attendre parce qu'il a été en difficulté, et que c'est le syndrome un petit peu du cyclisme business. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet avis-là, très clairement. Alors, sur la première chute, oui, on peut l'attendre. Mais bon, c'est pas comme si d'autres coureurs l'avaient déjà fait auparavant. On a eu déjà des cas, ça fait depuis 20 ans, 25 ans qu'on a des cas assez réguliers de coureurs qui ne sont pas attendus parce qu'il y a eu une chute. Surtout que là, il faut quand même se dire qu'à ce moment-là, les caméras de télévision n'ont absolument pas filmé cette chute. Moi, je sais qu'il n'était pas très bien placé parce qu'il y a des images avant et après. Par contre, l'image de l'incident, on ne l'a pas. Ça aussi, il faut féliciter quand même France Télévisions au niveau de la réalisation, parce que quand il y a le maillot jaune ne pas rater sa chute et son problème technique, c'est quand même grandiose. Je trouve, en termes de réalisation, c'est du travail de professionnel, on peut le dire. Mais du côté, moi, je crois que le maillot jaune a quand même été un peu aidé à un moment par le Groupama, mais est-ce que lui, il aurait attendu si Sam Bennett était tombé? Par exemple, sur un sprint. Sam Bennett tombe à 20 km du sprint, est-ce que c'est le maillot jaune qui va dire « Oh là là, le leader du classement par points n'est pas là, allez, on arrête de rouler ». Non, ça n'arrive pas. Et bien à l'inverse, je peux comprendre que Cofidis n'est pas attendu, parce que Cofidis jouait la gagne sur cette étape avec Christophe Laporte, que Labora est roulé, ils ont surtout roulé quand il a eu son problème mécanique, mais en même temps, à un moment, on va pas non plus leur interdire de rouler du côté de Labora. Et puis c'est la course, c'est un fait de course. En Formule 1, on dirait, c'est un fait de course. Tout simplement. Il est tombé, c'est à lui de rester sur ses roues. En plus, sa chute n'est pas due
à un îlot directionnel, à une erreur des organisateurs. Sa chute, elle est due à une erreur de sa part. Donc ça, voilà, c'est un fait de course pour moi, ce truc-là. Et le fait de dire que les autres n'ont pas aidé Roglic, en même temps, il faut quand même se rappeler, j'avais lu ça dans le livre de l'année l'équipe de cette année, qui n'est pas exceptionnel par rapport à d'autres années. Si vous voulez l'acheter, je ne sais pas s'il est encore dans les kiosques. Je pense qu'au mois de mars, il n'est plus dans les kiosques. Mais qui racontait que son directeur sportif chez Adria Mobile, qui est une équipe dans laquelle il a commencé, qui est une équipe continentale, sur le Tour d'Azerbaïdjan, donc il y a 2015 ou 2016, je ne savais plus la date, ça va être 2015, parce que je crois que 2016 il était déjà chez Jumbo, qui à l'époque s'appelait pas Jumbo. Mais il était voilà, il y a le leader de la course qui est avec lui, et puis il collabore avec le leader de la course dans une échappée, et le leader de la course lui laisse la victoire, et lui il n'avait pas compris ça. Et plusieurs fois, c'est avec Roglic, qui vient du Soeski, faut quand même le rappeler, au niveau des rudiments, on va dire, du cyclisme, du code de bonne conduite, il ne connaît pas totalement le code du bonne conduite. Donc c'est pour ça que c'est encore plus navrant qu'il y ait des gens qui pensent que les autres ont fait ça exprès, qu'ils ne l'aient pas attendu. Non, mais c'est la course, tout simplement. Il y a un moment, c'est du sport, faut gagner à la fin. C'est comme si, enfin au judo, le mec il dit « Oh non, toi je t'aime bien, alors je vais pas te faire un hippon. Je vais plutôt te mettre un point comme ça. » Bah non, c'est le sport. C'est quand même un principe. Le sport en compétition, faut battre les autres. Alors pas par tous les moyens possibles, mais quand il y a une opportunité, bah, il faut la saisir. Là, il y a une opportunité, les gens l'ont saisie. C'est la course, c'est le cyclisme, c'est pas la première fois que ça arrive, mais pour moi, il n'y a pas polémique. Encore une fois, j'aurais eu une réflexion autre si ça avait été dû à une erreur de l'organisateur ou un endroit que je trouvais vraiment trop dangereux et que certains coureurs avaient pris des risques. Vraiment des risques trop importants, j'y viens. Là, il y a des coureurs qui ont accéléré en descente, mais ils avaient totalement le droit. Je pense que Roglic a fait une erreur à ce moment-là. Il l'a fait 2 fois, parce qu'il faut savoir que quand il est à 2 doigts de se prendre le parapet, c'est quasiment au même endroit où il serait tombé. Parce qu'encore une fois, on n'est pas sûr précisément de la zone. Bon voilà, c'est totalement une erreur de sa part. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.